Aujourd'hui dans Dylan se cultive, nous sommes de retour avec Alan qui nous avait accueillis dans l'épisode 2. Ce matin, je vais vous emmener avec lui pour aller visiter son élevage de Gascogne. Don't know what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Salut Alan. Salut Dylan, ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on va faire le soin aux bêtes comme on fait matin et soir sur la période hivernale. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, c'est la période où on rentre toutes les vaches à l'écurie. Donc déjà d'une première partie, parce qu'on est en pleine période de vélage, donc on a tous les bébés qui sont en train de naître en ce moment. Et donc là, voilà, là on va attaquer à semer la première écurie. Donc là, c'est toute l'écurie des mères avec les veaux. Et donc là, si tu veux, on leur donne en fait la farine. Donc c'est une farine fermière, tu vois, qu'on produit sur la ferme. Donc qui est faite à base d'orge, qui est produit sur la ferme, et après avec de la lentille qu'on fait venir du Puy-en-Velay. Et en fait, si tu veux, l'avantage là-dedans, c'est qu'on a un juste équilibre en fait au niveau de l'alimentation avec l'énergie et la protéine. Donc l'orge, tu vois, qui est là un peu jaune, ça c'est ce qui va amener l'énergie. Et ce qui est un peu orange, c'est la lentille qui va amener la protéine. Tu vois, en fait, c'est comme nous chez les êtres humains, c'est hyper important pour les animaux de toujours avoir un juste équilibre. C'est ça qui va leur permettre en fait d'avoir une croissance et qui va les faire grandir comme il faut. Alors là, pour le coup, la farine pour les vaches, c'est juste un petit aliment de complément qui va leur permettre en fait de maintenir le lait pour les veaux, voilà, et de juste leur booster un peu la production laitière, tu vois, pour que tous les petits veaux qui sont là, ils puissent grandir comme il faut. Voilà. Tiens, tu veux leur donner? Tiens, regarde. Hop, tu vois ce que tu fais, tu prends une gamelle comme ça, et tu leur mets dessous la tête là. Hein, hop. Ouais, un peu plus loin, tu vois, qu'elle arrive à la prendre. Ouais, parce que là... Ouais. N'aie pas peur, elles vont pas te faire de mal. Regarde, je te montre si tu veux sur une. Là, tu la prends comme ça, là. Hop. Ah ouais, ok, ah ouais. Vas-y. Hein? Celle-là, tu peux lui en remettre une deuxième. Parce que elle, comme elle a beaucoup de lait, tu peux lui en remettre une deuxième. Ah. Vas-y. À la grosse, tu peux lui en remettre aussi. Regarde, tu peux même prendre une grosse gamelle, tu vois, entière comme ça. Ah oui. Voilà. C'est un peu de travers. La fin, tu peux la mettre avec. Cherche à avoir sur le sainfoin, c'est comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est un fourrage qui est très délicat. Donc du moment où on le récolte au champ jusqu'au moment où on le donne aux vaches. En fait, si tu veux, le sainfoin, tu vois, c'est une très grande tige qui est hyper rigide. Donc ça, en fait, c'est ce qui va permettre en fait d'amener la fibre dans la panse de la vache. En fait, si tu veux, la vache, elle a 4 estomacs. Et en fait, c'est important qu'elle ait des aliments très fibreux pour faire marcher les micro-organismes en fait au fond de la panse et pour faire marcher en fait tout derrière le système digestif et tout ce qui va tourner autour. Et après, en fait, ce qu'on cherche à avoir, là, c'est toute cette multitude de petites fleurs et de petites feuilles, tu vois, qu'on a ici. Et toutes ces fleurs, toutes ces feuilles, en fait, c'est elles qui sont hyper importantes parce que c'est elles qui vont amener en fait toute la protéine. Ça, c'est un fourrage en fait qu'on dit qui est hyper protéiné. Voilà. En fait, si tu veux, ce premier fourrage, il va arriver en fait dans la panse, dans le premier estomac, il va rester à peu près pendant 48 heures. Voilà. Et en fait, pendant ces 48 heures, la vache va le digérer. C'est pour ça que quand tu les vois coucher, elles sont en train de ruminer, elles font comme ça avec la bouche là. Et en fait, quand elles ruminent comme ça, elles viennent activer en fait une enzyme qui va descendre dans la panse et justement en fait qui va permettre au fourrage en fait de se digérer. Et après, une fois qu'il est digéré, il va passer dans les 3 autres estomacs et finir par être digéré et ressortir derrière. Voilà. Tu plantes ta fourche comme ça. Là, moi,
Et là, on va pousser. Voilà, pousse vers là-bas. Ah, ok. Ouais. Donc là, ouais, tu vois, bon, là, on a préparé le sainfoin pour les vaches. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une boîte d'enrubanné pour les génisses. Les génisses, hier, en fait, si tu veux, elles ont eu du sainfoin. Donc aujourd'hui, en fait, on change et on leur met de l'enrubanné. En fait, si tu veux, je jauge comme ça un jour sur deux. Parce que c'est comme nous, en fait. Quand tu manges tous les jours le même truc, tu te lasses pas. Donc là, c'est une manière, tu vois, vraiment à leur faire une diversité alimentaire, quoi. Tina, elle va te prendre les pieds, là. Et donc, à quoi elles servent les bottes d'enrubanné? En fait, si tu veux, l'enrubanné, c'est un fourrage un peu spécial qu'on récolte, en fait, si tu veux, encore humide. C'est pour ça, en fait, qu'il est dans le plastique. Si tu veux, c'est un fourrage normal, donc comme en botte sèche qu'on a mis avant aux vaches, c'est un fourrage qu'on va rentrer à peu près à 85% d'humidité. Là, sur l'enrubanné, c'est un fourrage qu'on va rentrer à... Alors celle-là, attends, on va la mettre de côté, je crois, parce qu'elle est pétée. Voilà. Ça, c'est un fourrage là qu'on va rentrer à peu près à 65-70% d'humidité. Et en fait, le but du jeu, sur un fourrage enrubanné comme ça, c'est de garder vraiment toute la valeur nutritive de l'aliment. Et en fait, le fait de le mettre sous plastique, ça va permettre en fait de faire une fermentation par anaérobie. Fermentation par anaérobie, en fait, si tu veux, c'est le même principe qu'une fermentation d'une boîte de conserve, en fait. Voilà. Ça va permettre en fait que même si dedans c'est humide, parce que tu sais, si tu rentres un fourrage humide, il va pourrir. Et en fait, le fait de le mettre comme ça sous le plastique, ça fait que le fourrage, en fait, il va rester humide et surtout, il ne va pas pourrir. Il ne va pas développer de moisissure. Voilà. Allez, on va les donner à moi. T'as prévu, Alan, de faire des concours avec tes bêtes? Ouais, c'est dans les projets, voilà, comme je t'explique depuis ce matin, tu vois, c'est vrai qu'on sélectionne les animaux de manière, voilà, à faire évoluer tout l'aspect morphologique. Et on va dire qu'aujourd'hui, le concours pour nous autres éleveurs, c'est la manière, en fait, d'exposer notre travail et tout ce qu'on a mis en place au long de toutes les années au niveau des accouplements et de la sélection génétique. Et donc là, voilà, là, t'as Manita devant toi qui est une jeune vache qui a juste 30 mois. Donc là, qui vient de faire son premier veau il y a un mois de ça maintenant. Et qui, voilà, potentiellement, selon comment ça va, pourrait prétendre partir au concours de la race Gasconne qui se passera à côté de Perpignan au mois de novembre prochain. D'accord. Quels sont les critères de sélection pour amener une vache au concours? Alors, comme je te disais, on va apprécier ses qualités morphologiques. Donc, en fait, si tu veux, on va regarder vraiment la vache dans tout son ensemble. Donc, nous, on est éleveurs de Gasconne des Pyrénées. Donc, c'est cette race-là, les grises, comme tu as vu, de toute façon, qu'il y a de partout ici à la ferme. Et en fait, chez la Gasconne des Pyrénées, on va chercher, en fait, à montrer, en fait, les qualités de rusticité et aussi les qualités de viande, parce qu'on est quand même sur une race à viande. Donc, en fait, si tu veux, tu vas regarder ta vache vraiment, tu peux t'approcher, hein. Tu vas regarder ta vache, en fait, dans ton ensemble. Déjà, tu vois, tu peux la regarder d'un peu plus loin. Et tu vois que là, c'est un animal, quand même, qui reste vachement homogène dans tout son corps. Tu vois, que ce soit dans son avant-main, son arrière-main. Donc, ce qu'on va regarder, en premier lieu, tu vois, ça va être, vas-y, viens, ça va être l'ouverture de la poitrine. Donc, c'est-à-dire, ça va être, en fait, cette distance que tu vas avoir ici, en fait, entre chaque épaule. Et là, regarde, tu peux apprécier, vas-y, approche-toi, tu peux regarder. Tu peux voir que cette vache, en fait, elle a une très grosse ouverture de poitrine. Ouais. Donc ça va lui permettre, en fait, d'avoir déjà une très bonne respiration. Comme on parle de race rustique, que nous, après l'été, on parle à la montagne, c'est une vache qui va avoir une grosse capacité de respiration et qui va pouvoir se déplacer et aller marcher vraiment loin dans les montagnes et se déplacer. Et après, on va regarder, pareil, l'ouverture ici aussi de la poitrine, ça qui va permettre à la vache, en fait, d'avoir une grosse capacité d'ingestion.
Après, derrière, on va regarder sa rectitude de dos. La rectitude de dos. Donc là, tu vois, on a une vache qui a un super bon dos, qui a un dos qui est très plat. Et ça va permettre sa longévité, en fait, au fur et à mesure au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de sa carrière. Il faut savoir qu'en fait, une vache, quand elle va porter son veau, ça va lui appuyer vraiment là sur le ventre et ça, après, ça peut leur casser le dos. C'est pour ça que sur des jeunes bêtes comme ça, on sélectionne vraiment des grosses longueurs de dos. Après, tu vois, on va passer au bassin. Donc, on va chercher des bêtes, tu vois, qui vont avoir des bassins le plus long possible. Et après, tu vois, quand tu regardes de derrière, tu vas bien voir, hop, le plus large possible, tu vois, que ce soit au niveau des hanches, au niveau des trophantères, justement pour faciliter l'évélage. Parce que c'est ce qu'on cherche aussi, tu vois, c'est qu'on a quand même des races à viande, des races rustiques qui vont donner des veaux, et il faut que l'évélage se passe le mieux possible. Voilà. Après, on va regarder un truc qui est très important, c'est par rapport au déplacement de l'animal. Ce sont ses aplombs. Donc, tu vois, Manita, elle a des super aplombs. Tu vois, on peut voir que elle a un jarret qui est ni trop droit, ni trop coudé, et ce qui va lui permettre vraiment de pouvoir marcher loin et sans avoir de problème de pattes. Et après, alors, il faut surtout aussi regarder, c'est la mamelle. Donc, tu vois, la Manita, bon, elle vient d'avoir son petit veau, et tu peux voir que, tu vois, elle a une toute petite mamelle. C'est pas parce qu'elle a une petite mamelle que ça veut pas dire qu'elle a pas de lait. En fait, si tu veux, au plus la mamelle elle va être haute, au plus les trayons vont être petits, au plus en fait la vache, eh ben, elle va avoir pareil de la longévité au niveau de sa mamelle. Ça veut dire qu'au plus elle va vieillir, la mamelle ne va pas descendre, et tout ça, ça va nous éviter après d'avoir des problèmes quand les vaches sont au champ, qu'elles viennent s'attraper les trayons, qu'elles chopent des gerçures, et qu'après ça engendre des frais vétérinaires. Voilà. Et après, un autre point qui est aussi très important, comme on est éleveur de Gascogne des Pyrénées, ce qu'on regarde, ce sont c'est son type racial. On cherche des bêtes, tu vois, qui soient vraiment racées. Et là, tu peux voir, tu vois, elle a un peu ce gris bleu avec ses lunettes en fait qui descendent jusque devant là. Donc ça, c'est ce qu'on recherche vraiment pour la race. Et après, tu vois, comme on dit, on cherche des vaches rustiques, donc des vaches avec des petites têtes et des têtes larges. Voilà, là, tu as vraiment un vrai super sujet de race, quoi. Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup. You're Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. Celle-là, elle a l'air vraiment musclée, non? Ouais, alors celle-là, c'est un peu exceptionnel. C'est parce que dans la race, on a certaines vaches qui sont en fait porteuses du gène de l'hypertrophie musculaire. Et en fait, c'est ça qui fait que derrière, en fait, tu vois, elles ont des culottes qui restent quand même super arrondies. Et après, tu vois, pareil, des épaules super larges. En fait, ça, c'est des bêtes, par contre, tu vois, qu'on va pas destiner du tout à la reproduction. En fait, comme elles sont faites énormément en viande, il n'y a pas de place, en fait, derrière pour pouvoir laisser passer le veau. Donc là, ça, c'est des bêtes, et toute cette écurie qui est là, ça, c'est des bêtes qui vont être exclusivement destinées à la viande. Et par contre, tu vois, sur un animal comme ça, pour l'instant, c'est une bête qui est encore jeune, qui a maintenant presque 3 ans. Elle aura 3 ans en avril. Ça, c'est une bête qu'on va encore garder pendant 1 an et qui sera engraissée, on va dire, jusqu'à ses 4 ans pour en faire vraiment un bœuf gras qui sera certainement valorisé chez un boucher. Tu vois la différence avec le Saint-Foin dans le Banais. C'est vraiment un foin de prairie en fait où dedans tu vois tu as un peu de tout. Tu vois tu vas avoir là de la fétuque, voilà, faudrait qu'on cherche. Là tu vois après dedans tu as du trèfle, tu as de la fléole, tu as du dactyle et en fait ça c'est vraiment un foin qui est, comme je t'expliquais, qui est très riche en énergie et où tu as vraiment une vraie diversité de plantes fourragères. À peu près, tu vois, dans ce foin-là, on doit avoir entre 15 et 20 variétés de plantes herbagères différentes. C'est ça qui fait la différence. Merci Alan de m'avoir invité cette matinée à la ferme.
Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir, Dylan, que j'ai pu te faire découvrir mon métier, qui de plus mon métier et ma passion et toute ma vie. Voilà, c'est avec un grand plaisir. C'est moi qui te remercie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner et pensez aussi à activer la cloche de notification. À très bientôt!